Sous le vent sec du Sahel, un basculement s'esquisse. Ibrahim Traoré défie les sanctions en misant sur une racine oubliée, le manioc. Derrière ce geste, un paradoxe. La punition extérieure devient moteur d'autonomie intérieure. Pourquoi cette plante endogène, longtemps marginale, pourrait-elle rebattre les cartes économiques du Burkina Faso et, au-delà, d'une région entière? Dans le silence des champs, une transformation s'annonce, mesurable en hectares, en emplois et en fierté. Ce qui semblait une riposte tactique s'étire désormais comme une révolution tranquille, une leçon d'indépendance africaine en plein jour. Le pari d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement agricole. Il redéfinit la souveraineté comme un acte de résistance mesurable. Là où les embargos étranglaient le commerce, il a transformé la pénurie en levier de puissance. L'objectif annoncé, bâtir un modèle capable de nourrir le Burkina Faso sans dépendre des importations, tout en créant des emplois durables. Cette ambition se résume en 12 mots. Transformer la contrainte économique en moteur d'autonomie et de dignité collective. Les enjeux sont clairs. Une nation au bord de la dépendance cherche à restaurer son équilibre par la terre. En recentrant l'économie sur une culture résiliente, Traoré replace l'agriculture au cœur du pouvoir politique. Chaque champ devient une déclaration d'indépendance. Chaque récolte, un vote silencieux contre la tutelle étrangère. L'histoire promet de montrer comment un simple tubercule a pu renverser la logique d'un continent. Et si la souveraineté, au lieu d'être un slogan, devenait un fait? Le récit qui suit le prouvera, étape par étape, avec la rigueur des faits. Révélation immédiate. Au plus fort de l'embargo, les silos burkinabés débordent tandis que les routes commerciales se ferment. Les cargaisons de céréales restent immobiles, les camions sans destination. Dans ce chaos logistique, Ibrahim Traoré choisit la rupture plutôt que la résignation. Miser sur le manioc, culture locale, rustique et souveraine. Le scénario s'écrit en quelques mois. Là où les importations de blé et de maïs dominaient, la racine s'impose par nécessité. Le plan, d'abord perçu comme défensif, devient moteur national. Des agronomes, épaulés par des soldats reconvertis, plantent les premières boutures sur des sols secs. Chaque plantation devient une cellule d'expérimentation. Tester, mesurer, reproduire. L'enchaînement causal s'éclaire. Crise, décision, mobilisation, mutation économique. Sur le terrain, la réaction populaire dépasse les calculs politiques. Les paysans, privés de subventions et d'importations, découvrent qu'une autonomie réelle commence dans la terre. Le manioc ne demande ni semences importées, ni engrais coûteux. Il survit là où d'autres cultures échouent. Peu à peu, les marchés locaux se remplissent de produits transformés. Farine, amidon, éthanol. L'économie informelle s'organise. Des coopératives se forment. Des revenus circulent à nouveau. Ce changement, né d'une contrainte, renverse le rapport de force. L'État, au lieu d'attendre des aides, devient chef d'orchestre d'une relance interne. La scène internationale observe, d'abord sceptique, puis intriguée. Ce qui n'était qu'un plan de survie prend les dimensions d'un manifeste. Prouver qu'une nation d'Afrique de l'Ouest peut transformer la punition économique en stratégie d'émancipation. En un an, le Burkina Faso sort de la posture défensive pour redéfinir la notion même de résilience. Au centre de cette mutation, un visage se détache. Idrissa, jeune agriculteur de Koudougou. Lorsque les sanctions coupent ses contrats de maïs, il revend son tracteur, achète des boutures de manioc et parie sur l'avenir. En quelques mois, sa récolte alimente les marchés locaux, symbole concret d'une résilience devenue contagieuse. Autour de lui, des coopératives se forment, des ateliers d'amidon apparaissent, une économie parallèle prend corps. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré saisit cette dynamique et la structure. Des camions militaires livrent des plans,
Les ministères encadrent les formations, les ingénieurs installent des systèmes d'irrigation solaire. Les champs, jadis dépendants des engrais importés, deviennent des laboratoires d'autonomie. Chaque hectare converti prouve qu'une politique agricole peut créer un mouvement social. La transformation s'étend des campagnes aux villes. À Bobo-Dioulasso, à Kaya, des usines de transformation s'érigent. La valeur ajoutée reste sur place. L'économie circulaire, encore fragile, commence à redistribuer les revenus. Le manioc, racine modeste, devient levier de dignité. Les familles retrouvent la certitude que leur travail nourrit leur propre nation. Ce changement de trajectoire marque plus qu'une victoire économique. Il redéfinit la relation entre pouvoir politique et souveraineté du quotidien. En partant d'un geste agricole, Traoré ouvre un champ symbolique, celui d'une Afrique qui s'émancipe par la matière première la plus simple, la terre. Et ce n'est que le début. Le récit entre dans sa phase cinétique. Tout commence avec la décision présidentielle d'Ibrahim Traoré, convertir 12 provinces entières à la culture du manioc. L'ordre est signé, les camions quittent Ouagadougou chargés de boutures, et les soldats se changent en agriculteurs. L'activation est immédiate. En quelques semaines, les premiers hectares verdissent, transformant les paysages asséchés du Sahel. Les journaux internationaux parlent de gestes désespérés. Sur le terrain, c'est une mobilisation totale. Au début de cette phase, dans les villages, les chefs communautaires coordonnent la distribution. Les ingénieurs du ministère installent les systèmes d'irrigation solaire et les coopératives locales inventorient les parcelles. L'État fournit les outils, les paysans, la main-d'œuvre et la foi. Le slogan « Produire pour vivre libre » circule de bouche en bouche. Les premiers semis sont faits à la main, dans une chaleur de 45 degrés. Malgré les doutes, les plants résistent. Ce premier cycle, pensé comme expérimental, devient un modèle reproductible. Quelques mois plus tard, 3 mois plus tard, les champs couvrent l'équivalent de plusieurs départements. Les ministères publient des chiffres encourageants. Le rendement dépasse de 30% les estimations initiales. Les coopératives commencent à transformer les racines. Les usines d'amidon et d'éthanol, inaugurées à Bobo-Dioulasso, créent les premiers emplois industriels. La presse nationale diffuse des images de files d'attente, non plus pour l'aide humanitaire, mais pour livrer la récolte. Le manioc, produit jadis de survie, devient produit d'exportation. La dynamique sociale s'inverse. Les jeunes rentrent des villes pour travailler la terre. Dans les conséquences de cette évolution, les effets secondaires dépassent le cadre économique. Les importations de blé chutent, le marché intérieur se stabilise. Les devises étrangères cessent de fuir. Les institutions internationales observent un cas d'école. Comment un embargo a généré une relance. Traoré capitalise politiquement sur ce succès, mais sans triomphalisme. Il répète que la terre n'a jamais trahi. Dans les villages, les paysans commencent à parler d'avenir, non de survie. Le pays respire autrement. Cette séquence prouve que la transformation burkinabé n'est pas une improvisation. C'est une orchestration stratégique où chaque étape, de la semence au marché, incarne un acte de souveraineté. Le récit entre ainsi. Ainsi dans sa phase de consolidation, les chiffres à venir le confirmeront. Les mois qui suivent apportent la preuve chiffrée de la transformation. Les premiers relevés montrent que la production nationale de manioc a triplé en moins de 6 mois. Avant l'embargo, le Burkina Faso n'exportait que quelques milliers de tonnes d'amidon. Fin 2024, les exportations atteignent 300 000 tonnes de produits transformés, pour une valeur d'environ 100 millions de dollars. Cette croissance fulgurante s'explique par un facteur unique, la mobilisation locale. Là où les aides internationales s'épuisaient en bureaucratie, l'économie communautaire multiplie les gains. Deuxième indicateur, l'emploi. Le secteur agricole crée 80 000 nouveaux postes, dont une majorité dans la transformation et la logistique. Les coopératives féminines, désormais 40% du réseau, deviennent le moteur silencieux de cette révolution. Chaque site de production s'appuie sur des circuits courts d'approvisionnement et de distribution.
réduisant les coûts énergétiques et les pertes post-récolte. Le gouvernement mesure la productivité non seulement en tonnes, mais en stabilité sociale. Les revenus agricoles augmentent de 25% dans les zones rurales, un chiffre que le ministère de l'économie décrit comme sans précédent depuis l'indépendance. Troisième repère, l'énergie. Près de 120 mégawatts d'énergie solaire sont désormais dédiés à la transformation du manioc. Les stations d'éthanol, les moulins électriques et les usines d'amidon fonctionnent grâce à un réseau hybride qui combine autonomie et durabilité. Cette réorientation énergétique permet de réduire de 18% les dépenses publiques en carburant et d'accroître la résilience face aux fluctuations internationales. Les infrastructures suivent. 500 km de routes ont été réhabilités ou construits pour relier les bassins de production au port du Bénin. Au-delà des chiffres, la portée politique s'impose. Le taux de malnutrition chute de 15% dans les régions rurales entre 2023 et 2024. Les experts internationaux, d'abord sceptiques, parlent désormais d'un modèle africain d'autonomie agricole. Ce succès statistique n'est pas un miracle. Il résulte d'une planification stricte, de la discipline des coopératives et de la cohérence du projet de souveraineté. La méthode baseline, delta, fonctionne ici comme démonstration de la dépendance à la suffisance, du déficit au surplus, du discours à la donnée. L'économie burkinabé, autrefois vulnérable au marché extérieur, devient laboratoire de stabilité régionale. Les résultats, publiés dans les bilans officiels, tracent une ligne claire. Produire, transformer, exporter, sans rompre le lien avec la terre. Le pays, en moins d'un an, a converti une crise en équation mesurable d'indépendance. Le succès du plan de souveraineté alimentaire d'Ibrahim Traoré ne fait pas l'unanimité. Deux visions s'opposent, chacune appuyée par des arguments solides. Les détracteurs affirment que cette politique, aussi ambitieuse soit-elle, repose sur une base fragile. Selon eux, l'économie burkinabé dépend encore trop des conditions climatiques et du prix mondial de l'énergie. Ils soulignent que la dépendance au solaire, bien qu'écologique, peut devenir un goulet d'étranglement dans les zones peu équipées. Les infrastructures, disent-ils, restent incomplètes. Routes limitées, logistique coûteuse, technologie de stockage rudimentaire. Le manioc, malgré sa résistance, ne remplacerait pas à long terme la diversité agricole nécessaire à la stabilité d'un marché intérieur. Ils craignent qu'une nouvelle dépendance, cette fois au climat, succède à l'ancienne dépendance financière. Les partisans, au contraire, voient dans cette stratégie un modèle d'adaptation exemplaire. Le manioc, disent-ils, est précisément la réponse à la variabilité climatique du Sahel. Sa culture peu exigeante permet de libérer des ressources pour l'irrigation, la transformation et l'éducation rurale. L'énergie solaire, loin d'être un risque, constitue un amortisseur économique face à la volatilité du pétrole. Les routes et les usines en construction sont perçues non comme un retard, mais comme une base de modernisation progressive. Entre ces deux pôles, la position gouvernementale demeure pragmatique. Traoré reconnaît les défis mais insiste sur la dynamique collective. Les infrastructures s'améliorent, la formation technique s'étend et la diversification des cultures est déjà à l'étude. Le plan manioc n'est pas une fin, mais un commencement. La confrontation d'arguments révèle finalement la nature du projet. Non pas un pari idéologique, mais une expérience mesurable de résilience nationale. Dans le débat, un consensus implicite émerge. Le Burkina Faso n'est plus dépendant par défaut, mais autonome par choix. À ce point du récit, la bascule est nette. Ce qui, au départ, relevait d'une riposte temporaire, se transforme en politique d'État. Ibrahim Traoré ne se contente plus de gérer une crise. Il installe un paradigme. Le décret présidentiel officialise la conversion de 12 provinces à la culture du manioc. Le message est clair. L'indépendance alimentaire n'est plus un objectif moral, mais une obligation économique. Les effets se voient sur le terrain. Les usines de transformation d'amidon tournent à plein régime. Les exportations reprennent vers le Bénin.
Les statistiques de l'emploi rural s'améliorent. Ce midpoint révèle la cohérence du plan. Faire de la souveraineté un levier de croissance plutôt qu'un refuge politique. Les observateurs étrangers, d'abord sceptiques, révisent leurs analyses. Plusieurs pays du Sahel demandent conseil. Pour Traoré, le symbole compte autant que la production. Le manioc n'est plus un aliment de survie, mais une déclaration de puissance tranquille. En moins d'un an, le Burkina Faso cesse d'attendre la reconnaissance internationale. Il récolte, exporte et inspire. La révolution agricole devient manifeste géopolitique. Les conséquences du plan de souveraineté alimentaire d'Ibrahim Traoré dépassent la seule sphère agricole. En quelques mois, l'économie burkinabé se recompose autour d'un principe simple. Produire localement, transformer sur place et vendre dans la région. 4 grands ensembles d'acteurs, État, entreprises, agriculteurs et voisinage régional, subissent la mutation de plein fouet, chacun à sa manière. Le secteur public. L'État voit ses recettes augmenter grâce aux taxes issues de la transformation et de l'exportation. Les ministères coordonnent désormais des chaînes logistiques intégrées, entrepôts, routes, points de stockage. Les dépenses alimentaires d'urgence chutent, libérant des budgets pour l'éducation et la santé. Le manioc devient ainsi un instrument fiscal autant qu'un symbole politique. Les gouverneurs de province parlent d'un cycle vertueux entre production et services publics. Le monde des affaires. Les entrepreneurs locaux investissent dans la transformation du manioc en farine, biocarburant et éthanol. À Bobo-Dioulasso, un consortium burkinabé installe la première usine capable de traiter 20 tonnes par jour. Les PME, soutenues par des crédits nationaux, créent une économie intermédiaire nouvelle. Les flux d'investissements étrangers se réorientent vers le secteur agro-énergétique, considéré désormais comme le plus stable du pays. Les agriculteurs, les paysans, longtemps dépendants des importations, redécouvrent le pouvoir de la terre. Les coopératives s'étendent. Les revenus agricoles montent. Dans les régions rurales, les écoles enregistrent une hausse de fréquentation car les familles disposent de ressources plus régulières. La souveraineté alimentaire devient un vecteur d'émancipation sociale. Travailler la terre signifie, pour la première fois, appartenir à une nation qui récolte pour elle-même. La région du Sahel, les pays voisins observent et imitent. Le Ghana, le Bénin et le Mali initient des échanges agricoles fondés sur le modèle burkinabé. Des corridors commerciaux voient le jour. Des ingénieurs partagent savoir-faire et semences. Ce maillage inédit transforme le manioc en pivot d'intégration régionale. Le Sahel, longtemps synonyme de fragilité, s'organise autour d'une coopération alimentaire concrète. Ces effets convergents créent un nouvel imaginaire, celui d'une Afrique qui ne subit plus la conjoncture mondiale, mais construit sa propre stabilité. Pour Traoré, chaque tonne exportée incarne une victoire politique, chaque usine une démonstration de dignité retrouvée. Les analystes internationaux parlent désormais du modèle burkinabé comme d'une alternative aux dépendances structurelles imposées par le commerce global. Le manioc, racine des humbles, devient la racine du pouvoir. L'avenir du Burkina Faso se dessine selon 3 trajectoires possibles. Chacune dépendra de la stabilité politique interne, du climat régional et de la capacité d'Ibrahim Traoré à maintenir l'élan collectif sans rupture. Ces scénarios, bases, optimistes et pessimistes, traduisent l'incertitude lucide d'une nation en pleine mutation. Le pays poursuit sa croissance actuelle. Les exportations de manioc transformé augmentent de 20%. Les coopératives se professionnalisent et les infrastructures logistiques s'étendent vers le Bénin. Le modèle agricole reste centré sur la résilience. Produire, transformer, vendre localement avant d'exporter l'excédent. Cette stabilité permet à l'État de consolider ses finances publiques et d'investir dans la diversification des cultures. Le manioc demeure la colonne vertébrale d'un développement mesuré. Les réformes attirent des partenaires étrangers, notamment du Brésil et de la Chine. Des usines régionales voient le jour, et le Burkina Faso devient un hub agricole pour le Sahel. Les revenus ruraux grimpent.
l'énergie solaire se généralise et l'indépendance alimentaire s'élargit en indépendance industrielle. Le pays transforme son excédent en avantage comparatif, exportant non seulement des produits, mais un savoir-faire africain. Ce scénario positionne Traoré comme pionnier d'un panafricanisme pragmatique fondé sur la production réelle. Des tensions politiques internes ou un climat extrême compromettent les récoltes. Les sanctions extérieures se durcissent, les financements diminuent et les infrastructures souffrent. Le pays doit alors revenir à des importations partielles pour éviter la crise alimentaire. Ce recul, bien que temporaire, rappellerait la fragilité du modèle face à la dépendance énergétique et climatique. Quelle que soit la trajectoire, un principe demeure. Si la cohésion sociale et la gestion rigoureuse se maintiennent, le Burkina Faso restera maître de sa souveraineté. Dans la grille, si, alors, chaque risque devient levier potentiel. Si le manioc résiste, alors l'indépendance tiendra. Si la solidarité perdure, alors la transformation se pérennisera. Les répercussions du plan d'Ibrahim Traoré dépassent la géopolitique. Elles touchent la vie ordinaire. Dans les villages du Sahel, les familles redécouvrent la fierté de nourrir leur propre pays. Ces jeunes, autrefois tentés par l'exil, retournent travailler la terre avec un sentiment nouveau, celui d'appartenir à un projet collectif. Chaque récolte devient une preuve visible que l'autonomie n'est pas une utopie, mais une pratique quotidienne. Pour la génération A, celle des jeunes agriculteurs, le changement se traduit par un horizon stable. L'accès aux coopératives, à la formation technique et aux revenus constants crée une confiance inédite. Ces jeunes voient dans la terre un métier d'avenir, non une contrainte. Le manioc leur offre une identité économique et culturelle. Cultiver, c'est désormais participer à la transformation du pays. La génération B, celle des entrepreneurs, découvre un champ nouveau d'opportunités. Les petites entreprises de transformation, de logistique et d'énergie solaire deviennent le moteur discret d'une révolution silencieuse. Investir localement redevient rentable et chaque atelier d'amidon ou de farine raconte la même histoire. La réussite par la matière première nationale. Enfin, la génération C, celle des citadins, change son regard sur le monde rural. Le manioc, longtemps symbole de pauvreté, devient produit de fierté nationale. Dans les marchés de Ouagadougou, les consommateurs privilégient désormais les produits locaux, conscients que chaque achat soutient une indépendance réelle. Ces cercles d'impact convergent vers une émotion collective, le sentiment de réappropriation. Ce que Traoré a initié comme un acte politique devient une expérience sociale partagée. Le peuple, pour la première fois depuis longtemps, sent que sa dignité pousse dans le sol même de son pays. Pour ancrer durablement la souveraineté alimentaire, le gouvernement d'Ibrahim Traoré formalise une feuille de route précise. Elle repose sur 5 étapes claires, chacune mesurable et attribuée à des acteurs définis. Le ministère de l'Agriculture élargit les surfaces cultivées et introduit des variétés de manioc plus résistantes. Les formations régionales se multiplient, permettant aux agriculteurs de maîtriser les techniques de transformation locales. Des routes rurales, des entrepôts et des stations solaires sont construits dans les 12 provinces. Chaque site est relié à un centre logistique assurant le transport vers les ports du Bénin. L'objectif : réduire de moitié les coûts de distribution d'ici la fin de l'année. Afin d'éviter une dépendance excessive au manioc, de nouveaux programmes expérimentaux portent sur le soja, le mil et le sorgho. Cette diversification garantit la stabilité des revenus et la sécurité nutritionnelle. Le gouvernement offre des crédits à taux préférentiel aux entreprises locales spécialisées dans la transformation et l'exportation. Les partenariats publics-privés deviennent un levier majeur de modernisation. Un tableau de bord national, mis à jour trimestriellement, évalue la production, l'énergie, les exportations et la formation. Les indicateurs servent à anticiper les crises et à corriger la trajectoire avant qu'elle ne dérive. Cette méthode, rigoureuse et transparente,
transforme une vision politique en processus concret. Traoré résume l'esprit du plan en une phrase. La souveraineté ne se décrète pas, elle se cultive. Dans les plaines dorées du Sahel, les sillons du manioc dessinent désormais une mémoire collective. Ce n'est plus seulement une culture, mais un symbole. Ibrahim Traoré, en transformant une crise en projet de dignité, a rétabli le lien entre la terre et l'identité nationale. La figure d'Idrissa, l'agriculteur de Koudougou, revient comme un écho. Son chant, autrefois minuscule, est devenu métaphore d'un pays entier. Ce que la sécheresse avait brisé, la volonté a réparé. Le manioc pousse là où la confiance renaît. Les villages se repeuplent, les enfants retournent à l'école, les marchés vibrent d'une économie retrouvée. La souveraineté alimentaire n'est plus un concept d'expert, mais une expérience vécue à chaque repas, à chaque récolte. Au-delà des statistiques et des discours, une émotion traverse la nation. La certitude d'avoir repris possession de son destin. Le peuple burkinabé regarde sa terre avec respect, comme on regarde un miroir. Et dans ce reflet, Traoré n'est plus seulement un chef d'État, mais le visage d'une promesse tenue. Le plan de souveraineté alimentaire du Burkina Faso ne se conclut pas, il s'étend. Dans les marchés, dans les champs, dans les ateliers, l'héritage d'Ibrahim Traoré se propage comme une conviction tranquille. L'indépendance n'est pas une théorie, mais un travail collectif. Chaque citoyen, chaque agriculteur, chaque entrepreneur participe à ce mouvement. Au-delà des frontières, le modèle burkinabé inspire d'autres nations africaines à croire en leurs propres ressources. La transformation du manioc devient métaphore d'un continent qui se relève, non par orgueil, mais par cohérence. L'Afrique découvre qu'elle possède déjà les outils de sa liberté. À ceux qui observent cette transition, une question demeure ouverte. Que pouvons-nous apprendre d'un peuple qui a transformé la contrainte en fierté ? L'histoire du manioc burkinabé n'appelle pas l'admiration, mais la participation. Chacun, où qu'il soit, peut soutenir cette dynamique, en valorisant la production locale, en relayant cette leçon d'autonomie, en défendant la dignité du travail. La révolution de la terre n'a pas besoin de slogan, elle a besoin de continuité, et elle commence ici, maintenant.